Salut à tous, salut Clément, bienvenue dans les déraillés. Aujourd'hui, on va parler principalement des trois dernières étapes, je pense, qui ont été plutôt ce qu'on attendait et en même temps assez exceptionnelles en termes de spectacle et en termes de rebondissement, notamment aujourd'hui avec l'abandon de Remco Evenepoel. On va peut-être commencer par ce qu'on attendait de ces trois activités dans les Pyrénées. Bon, on va pas se cacher, tout le monde est à sa place. Dès le premier jour, on avait déjà une idée de comment ça allait se passer. Quand on regarde tout simplement le classement de l'étape arrivant à Hautacam, où Pogacar s'impose de manière assez impressionnante, on a Vingegaard qui finit à 2,10, le surprenant Lipovic, même si on savait ses qualités de grimpeur, qui finit seulement à 13 secondes de Jonas Vingegaard. Johannesson aussi, qui m'a fait une super impression, un peu plus en difficulté aujourd'hui, mais c'est peut-être par son échappée aussi. Et Kevin Vauquelin qui a surpris vraiment sur sa capacité de gestion. On en reparlera dans un second temps. Et puis, bon, bah, la déception Remco Evenepoel, mais ça, on s'y attendait peut-être aussi un petit peu avec la préparation. On avait aussi Félix Gall qui est bien au rendez-vous. Primoz Roglic peut-être un ton en dessous de ce qu'on attendait. Et c'est déjà vraiment une super surprise en parlant aussi de Oscar Hanley. Oui, oui, on a eu une bagarre qui a commencé tout de suite dès la première étape pyrénéenne. Comme tu l'as dit, tout le monde est à sa place. Tout le monde est bien à sa place d'ailleurs parce que la hiérarchie est assez claire. Beaucoup de suspense pour les premières places, c'est complètement envolé. Mais il reste quand même une petite bataille pour le général. Alors pas pour la première place, certes, mais il y a encore une belle bagarre pour la suite du tour. Et du coup, oui, on va pouvoir débriefer de ces étapes qui étaient plutôt sympas et voir ce que ça va donner par la suite. Ouais. Alors, si on fait étape par étape, je pense que l'étape de Otakam, enfin, c'est le spectacle ultime de la part de Pogacar. On s'attendait peut-être pas à ce qu'il attaque dès le pied, mais bon, comme lui le disait aussi, il était surpris de la gestion de Narvaez qui monte au sprint. Oui. Enfin, ce moment de 30 secondes, incroyable, vraiment du plaisir de les voir monter à cette vitesse-là. Et puis, bon, bah oui, effectivement, on arrive à l'arrivée avec 2 minutes d'avance, mais je pense qu'il avait aussi à cœur de se rattraper sur cette montée. Oui, c'est ça, c'est une montée auquel il a déjà eu des difficultés. Euh, ça a été une étape déjà qui était après un début de Tour de France où il n'y avait pas encore eu de haute montagne, beaucoup de dénivelé mais pas de haute montagne. Du coup, ça fait mal à beaucoup d'organismes chez beaucoup de coureurs euh, de passer du plat à la montagne aussi sec. Et oui, comme tu l'as dit, c'est l'attaque de Narvaez qui a fait très très mal à Jonas Vingegaard qui perd déjà les premiers mètres à ce moment-là et Tadej Pogacar n'a presque pas besoin d'attaquer dans cette montée. On voit au début de la montée d'Otakam un Jonas Vingegaard qui a l'air de bien encaisser, qui reste à une distance assez correcte de Tadej Pogacar. Et puis petit à petit, l'écart se creuse et oui, on arrive à 2 minutes 10 à la fin de la montée, ce qui est assez énorme et un gros coup sur la tête de Jonas Vingegaard. Ouais, gros coup, effectivement. Après, quand on regarde les temps de l'ascension, il est monté moins vite que lors de sa victoire en 2022 avec Wout van Aert qui avait fait quand même un début d'ascension exceptionnel. Donc, au-delà de la performance XXL de Pogacar, on a aussi une performance peut-être en deçà de ce qu'on attendait de Vingegaard. Lui-même le disait en regardant ses stats. Et dès le lendemain, on a quand même un sursaut d'orgueil de la part de Vingegaard. Euh, Maintenant, effectivement, je pense que sauf voilà, accident de course ou défaillance totale de la part de Pogacar, on a un Vingegaard qui sait où sa place sera cette année. Oui, ben, c'est sûr qu'on a vu que même si Tadej Pogacar était plus fort, Jonas Vingegaard n'était probablement pas au meilleur niveau qu'il pouvait montrer ce jour-là. Mm. Euh, on voit Lipovic qui au final revient quasiment sur le Danois, alors qu'on a bien vu, oui, dès le lendemain sur le contre-la-montre, que Jonas Vingegaard est clairement le deuxième meilleur sur ce Tour de France, comme on s'attendait, avec un magnifique chrono qu'il a décidé de faire sur le vélo contre-la-montre. Choix qui, on aurait pu trouver ça étonnant quand on voyait l'échauffement, mais finalement, beaucoup de favoris avaient pris le vélo contre la montre. Et c'était pas un choix si ridicule, vu que Roglic et Vingegaard ont fait de beau temps sur ces vélos.
Mm. Mais là encore, Tadej Pogacar était le plus fort sur son contre-la-montre à Périgueux. Ouais, bah, en parlant de ce chrono, ça va nous emmener sur la suite des trois étapes. On a Primoz Roglic qui fait quand même effectivement un super chrono à 1 minute 20 de Pogacar, donc super chrono tant ce qu'on l'attendait, hein. C'est vrai Oui, que par rapport à ce qu'on attend de Pogacar, il est à sa place aussi. On sait très bien que voilà, les meilleures années de Roglic sont sûrement passées. Vingegaard qui m'a quand même agréablement surpris de le voir se battre autant, la manière dont il reprend Remco Evenepoel, je pense que ça l'a beaucoup aidé d'avoir Remco en ligne de mire sur la rampe finale. On parlera de Remco un petit peu après, mais effectivement, Vingegaard qui m'a fait plaisir aujourd'hui, on va en reparler. Et puis après, dans tous les cas, le classement, il n'est pas figé, mais on sait à peu près quels coureurs seront présents dans le top 10. Lipovic qui fait aussi un très bon chrono, mais voilà, peut-être un petit peu en dedans, il a peut-être accusé le coup de la veille. Euh, Luc Plapp, franchement surpris de la performance de Luc Plapp, qui est resté premier pendant la quasi-totalité de l'étape du chrono. Jorgensen qui fait un bon chrono, c'est pour ça que j'ai pas trop compris forcément pourquoi il se fait détacher aujourd'hui. Oscar Only, alors les gens ne peuvent répondre peut-être pas, hein, mais Oscar Only aussi qui se débrouille plutôt bien, qui est pas forcément réputé pour être le meilleur des rouleurs, Lenny même si c'est Martinez un aussi. chrono en ascension. Lenny Martinez qui fait 9, ouais. Et puis surtout, encore une fois, Kevin Vanclin qui vient faire 11 juste derrière Félix Gall. Euh, je trouve que le top 10 est quand même bien précis, mais il y a du spectacle, il y a de la gestion, il y a des attaques. On l'a vu aujourd'hui avec une gestion plutôt long terme, mais une fois que c'est sorti, eh ben, c'est éparpillé. Donc le tour est pas fini. Et alors, je ne sais pas ce que tu en penses de cette étape chrono en montagne. J'ai trouvé ça peut-être pas super spectaculaire comme on pouvait l'attendre, mais en tout cas, ça nous donne une idée du général. Bah, c'est vrai que finalement, après, c'était aussi le tour qui était, après cette première étape à Otakam, le tour était déjà quasiment joué. Donc peut-être que en termes de spectacle, pour le spectateur, on s'en rend un peu moins compte. Hum, hum, hum. Je pense que si les écarts étaient plus serrés, on aurait été bien plus accroché à ce contre-la-montre. Euh, Après, peut-être, oui, rajouter plus de plats avant la montée, Hum, peut-être. hum. Plusieurs choses qui fait que le spectacle aurait pu être plus incroyable. Après, j'ai peur que rajouter de la longueur au chrono fait aussi également monter l'écart entre Pogacar et Vingegaard Tout à fait, et ouais. du coup Hum, tuer encore plus le suspense du tour. tout à fait. Chrono auquel d'ailleurs Remco a aussi été plutôt décevant. Ouais. Il a vécu 3 jours pyrénéens très compliqués jusqu'à Ouais, il a son fini abandon vide, hein, il aujourd'hui. le disait, hein. Donc oui, une première étape à Otakam où il parvient à limiter la casse finalement, alors qu'il est lâché très tôt. Il s'accroche, il revient petit à petit. Et finalement, il fait une étape pas si mauvaise que ça comptablement. Puis le chrono qui était désastreux et aujourd'hui, enfin le chrono qui était mauvais et aujourd'hui c'était désastreux. Il est allé jusqu'à l'abandon. Ouais, tu nous emmènes très bien sur aujourd'hui. Je pense que il y a plusieurs choses à dire sur l'étape d'aujourd'hui. J'ai pas trop compris encore une fois la stratégie de Visma. Enfin, est-ce qu'on visait l'étape puisque on nous apprend que Jorgensen visait pas l'étape, donc il s'est laissé, enfin il visait plus le général, donc il s'est laissé décrocher. Donc est-ce que devant on était avec Kuss et Yates pour jouer l'étape, mais à ce moment-là, bah, ils n'étaient pas dedans. Est-ce qu'on était là pour jouer avec Vingegaard? Bah, à ce moment-là, pourquoi on n'est pas bougé? Je pense que peut-être tout le monde était content d'être là où on était dans la montée finale. Je pense que tout le monde attendait qu'on termine ces trois étapes. Le général n'est pas figé. Effectivement, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer. Je trouve quand même ce Tour de France assez excitant dans ce qui se passe tous les jours. Quoi qu'en disent certains sceptiques sur le général. Euh, mais j'ai pas trop compris encore une fois la stratégie de Visma aujourd'hui. Alors si l'objectif aujourd'hui c'est de viser les étapes et de laisser Vingegaard se débrouiller, bon bah ok, bah faut l'annoncer à ce moment-là parce que Vingegaard en finale m'a quand même fait plaisir. À un moment je me suis même demandé si Pogacar était pas un petit peu au rupteur ou ultra dans la ultra gestion. Est-ce qu'il avait pas Ouais. mal un petit peu aux jambes, ce qui est peut-être le cas. Bon, il fait quand même le sprint, hein, mais mais j'ai trouvé quand même cette étape aussi intéressant. Et puis, on parlait beaucoup d'Ineos ces derniers jours. Bon, au final, il gagne quand même une étape sympathique. Lipovic qui est toujours encore une fois au rendez-vous. Félix Gall qui monte en puissance, j'ai l'impression. Oscar Only qui devrait voilà, finir cinquième peut-être ce Tour de France. Roglic, encore une fois, qui m'a
peut-être un petit peu déçu. J'ai l'impression que ses performances sont en dents de scie. Et Oui. Kevin Vauquelin, mais quelle gestion! Enfin, ce coureur est incroyable. Là, pour le coup, on a vraiment une direction dans ce qui est attendu chez Arkea, avec un début de tour pour une victoire d'étape. Ça s'est pas fait, on n'était pas loin, on n'est même pas passé loin du maillot jaune. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On sait que les dernières étapes, à part peut-être la veille de Paris, peuvent convenir peut-être un peu plus à Kevin Vauquelin. Le reste, quand même, devrait être plus difficile que ce qu'il a vécu jusqu'à aujourd'hui. Mais néanmoins, aujourd'hui, l'objectif de Kevin Vauquelin, c'est clair et net, c'est top 10. Et Oui, ça, je trouve ça génial pour lui. ouais, c'est clairement l'objectif plus qu'annoncé. Je pense qu'il peut même essayer de viser mieux que top 10, du coup, être classé le plus haut possible dans ce top 10, parce que tout simplement, le 11e, Jordan Jegat, est à 14 minutes de Kevin Vauquelin. Et je vois pas Jordan Jegat reprendre ses 14 minutes à Vauquelin. Derrière, on a O'Connor qui a plus de 20 minutes de Vauquelin. Donc le top 10 semble très bien embarqué, très bien embarqué pour Kevin. Et oui, très belle gestion. En fait, il est arrivé sur un début de tour où je pense qu'il y avait plusieurs étapes qui correspondent à son profil. Du coup, il a voulu être à l'avant tous les jours. Il a gaspillé beaucoup de force quand même en début de Mm, tour. mm. Mais au final, ça fait qu'il s'est retrouvé très bien classé et finalement, il arrive à maintenir les écarts arrivés dans la montagne. Il perd un peu de temps sur certains leaders, forcément, c'est pas un spécialiste de la haute montagne, mais en même temps, il profite des défaillances de d'autres, donc il se retrouve très bien placé au général. Et aujourd'hui, la défaillance de Jorgensen, qui aurait pu être un concurrent sérieux, l'abandon de Remco, fait en sorte que oui, il est un candidat plus que sérieux, presque, c'est déjà presque fait, j'ai l'impression, pour le top 10. Ouais, et puis, alors, on sait qu'il cherche un contrat pour l'année prochaine. On a plusieurs touches. On a Ineos, on a peut-être la Red Bull qui voudrait se positionner. C'est peut-être plus parti chez Ineos à l'heure actuelle. On en parlait hier. Enfin, là, il y a de quoi faire signer. Il y a de quoi faire signer. On sait très bien qu'il gagnera probablement jamais le Tour de France, mais il peut quand même faire peut-être un jour une épopée un peu à la Philippe 2019. C'est quand même aussi une belle vitrine aujourd'hui pour lui. Et il manque juste peut-être une victoire d'étape à ce Tour de France qui jusque-là, pour le coup, est presque parfait, quoi. Ça me ramène sur ma stratégie Visma, qui est pas loin, c'était loin du maillot jaune si Jorgensen avait roulé avec Vauquelin, je crois, à Boulogne-sur-Mer. Enfin, là aussi, on en reparlera peut-être dans un podcast à la fin du Tour de France sur la stratégie UAE, la stratégie Visma, peut-être dans un versus, un format versus. Pour le coup, moi, j'ai un petit peu de mal aujourd'hui à comprendre cette partie-là. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'il court un peu à contre-nature chez la Visma. Aujourd'hui, on voyait bien que UAE avait tout sous contrôle. Il Oui. cherchait peut-être pas forcément l'étape. Si Arensman se plantait, c'était du pain béni, mais l'objectif n'était pas forcément de dépenser encore plus de force, peut-être du côté de Tadej Pogacar. Euh, Est-ce que tu as une opinion sur ça? Moi, je pense qu'il court à contre-nature du côté de Visma. Oui, bah, clairement, c'est vrai que depuis le début du tour, on a un peu de mal à comprendre les stratégies Visma. Euh, Parfois, ça roule comme des leaders et au final, ça fait plus le jeu de Tadej Pogacar. Parfois, ça essaye d'attaquer à des moments qui sont pas spécialement propices à l'attaque avec des coéquipiers pour peut-être embêter, mettre sous pression Pogacar. Sauf que au final, Pogacar a décidé d'y aller, mais j'ai l'impression plus pour s'amuser. Honnêtement, je pense que Jorgensen n'a jamais été un vrai danger dans la tête de Pogacar. Mais oui, j'ai l'impression que tu dis contre nature. En fait, Visma se rend compte que du coup, le leader, Jonas Vingegaard, n'est pas au niveau de Tadej Pogacar et que peut-être cette équipe est moins forte que les autres années. Et c'est une équipe qui est habituée à être la plus grosse force quand elle prend le départ d'une course. Et oui, j'ai l'impression qu'elle ne sait pas gérer comme le fait d'avoir des défaillances, d'être un petit peu en dessous du AE que ce soit individuellement ou collectivement. Ouais, et puis même avec l'absence d'Almeida, on a l'impression que tout est sous contrôle du côté de UAE. Donc voilà, succès, c'est pour ça que je trouve ce Tour de France quand même hyper intéressant, parce qu'on a une équipe dominante, mais avec un élément majeur en moins, mais avec un leader surdominant.
Hmm. Et je pense que c'est pour ça que Vingegaard doit pas être stressé de perdre sa deuxième place ou non. Elle est quasi assurée. Oui. Il doit peut-être être plus opportun. Moi, je pense, enfin, de ce que j'ai compris du bonhomme, je préfère terminer à 8 ou 9 minutes deuxième place. On s'en fiche, c'est une deuxième place, on ne retiendra pas les écarts dans 10 ans. Mais d'avoir tout tenté et d'avoir mis du spectacle. C'est peut-être aussi à contre-nature pour lui. Mais aujourd'hui, c'est peut-être ce qui lui manque pour un peu plus se faire plaisir et prouver qu'il a encore niveau. Après, on sait que sa chute de l'année dernière a peut-être laissé des traces. Ça va peut-être nous amener sur Remco Evenepoel. Euh, mais voilà. En deux mots très rapides, comment tu vois la suite du tour? Bah, je voyais la suite du tour toujours passionnante parce que à part la place pour le maillot jaune, je trouvais des choses intéressantes. Forcément, le suspense perd un peu de son goût avec l'abandon de Remco, mais il y a toujours Only qui peut viser la troisième place et le maillot blanc. Euh, il y a Lenny Martinez qui, avec une belle étape, a pris une avance Oui, sur c'est vrai, on n'en a pas parlé. au maillot à poids, mais c'est pas encore fait. Je pense que Tadej Pogacar peut aller les chercher. À mon avis, il recherche encore deux étapes, au moins sur ce tour. Donc, il y a, pour moi, bataille pour le podium. Elle risque d'être assez belle, même si je vois aujourd'hui Lipovic favori pour cette troisième place Oui, et comme tu dis, belle bataille bataille pour pour les le autres maillot à maillots. poids. Ouais. Ouais, et puis même pour le maillot vert, même s'il y a un gros avantage du côté de Milan, rien n'est fait, et maillot blanc aussi, donc il y a de quoi faire, et on a toujours aussi le super combatif qui est quand même intéressant à suivre. Pour parler donc effectivement de la fin du suspense côté Remco Evenepoel, ça va être un peu notre sujet parallèle du jour. Je vais peut-être être un peu plus dur, je pense que tu seras un peu plus mesuré. Euh, j'ai trouvé que Remco Evenepoel est arrivé dans le peloton avec une super étiquette, un bonhomme qui aime dynamiter les courses, qui aime prendre des risques. Chute au Lombardie 2020, on sait ce que ça a laissé comme trace derrière au niveau du positionnement dans les courses, des moments dangereux, stressants. Il a mis du temps à s'en remettre. Il est revenu à un top niveau. L'année dernière, super découverte pour lui sur le Tour de France. Alors, on sait que cet hiver, il a été gêné par un accident malheureusement à l'entraînement, qu'il est revenu assez tard, donc il manque sûrement de fond. Faut pas se cacher. Je pense qu'il y a un réel sujet sur le fond. Je pense pas que c'est le bonhomme qui a perdu ses moyens mentalement ou physiquement qui n'est pas capable de passer un cap. Maintenant, il arrive à 25 ans. Il va bientôt arriver dans le prime physique normalement de sa vie, donc il va encore peut-être passer un palier. Néanmoins, il y a un truc qui me gêne aujourd'hui, c'est son attitude et je pense qu'il y a beaucoup, qui impacte beaucoup son approche des courses et Oui. son approche peut-être générale du cyclisme au niveau professionnel. On sait que c'est un homme qui aime dominer, au niveau sport, je parle, qui aime s'amuser aussi sur le vélo. Et quand il n'a pas ce qu'il veut, j'ai l'impression de retrouver le footeux de Anderlecht, c'est ça? Oui, Anderlecht. Euh, Aujourd'hui, quand il a abandonné, ça arrive à tout le monde. On a vu Thibaut Pinot en larmes, on a vu d'autres en larmes à d'autres moments. On a vu Egan Bernal être frustré. Je pense que voilà, Remco a largement retrouvé son niveau. C'est pas le cas de Egan Bernal. Ça nous amènera peut-être sur le sujet de pourquoi Pogacar veut dominer et veut gagner tout ce qu'il peut, parce qu'on a ces exemples-là. Mais le moment où il abandonne, je suis désolé, c'est une attitude d'enfant gâté, pourri gâté, à qui on a dit oui à tôt du côté de Patrice Lefebvre. Lefebvre, pardon, qu'aujourd'hui, au final, il est quand même dans la position de s'en aller s'il a envie de s'en aller. Et c'est vraiment de j'arrive pas à gagner, je suis pas au niveau, mentalement je craque, je m'énerve. Oui. C'est pas une attitude qu'on veut voir sur le vélo. Alors oui, c'est génial d'avoir de la grinta, oui, c'est génial de montrer qu'il en veut, comme l'année dernière sur le Tour, où ça se frite un peu avec Vingegaard sur l'étape des chemins blancs. Néanmoins, pour moi, c'est pas une attitude à avoir. Sur le vélo, c'est pas du tout ce qu'on veut inculquer chez les jeunes. Enfin, on est les premiers à dire que c'est pas acceptable quand les joueurs poussent des arbitres sur un terrain de foot. Bah là, on n'est pas sur un terrain de foot. Donc moi, j'ai assez peu apprécié à ça. Si c'est pour être comme ça, effectivement, le reste du tour, bah, bon vent. En toute honnêteté, je préfère le retrouver en bonne forme sur la Volta ou sur les championnats du monde où il se fait plaisir, où il montre qu'il a envie parce que c'est un super coureur. Mais ça, franchement, j'ai pas apprécié et je trouve ça vraiment dommage pour son image. Oui, ben, je pense que Remco est un coureur qui est arrivé frustré. Il disait avant le Dauphiné même qu'il était déjà à son point de forme, qu'il allait être meilleur que l'année précédente. Au final, on a vu que c'était pas le cas.
Et ces 3 étapes pyrénéennes, je pense qu'il était même pas simplement parce qu'il était pas enfant, je pense qu'il avait vraiment quelque chose qui faisait aller très bas dans ses Ouais, performances. tout à fait. Mais c'est vrai que sa réaction, notamment au niveau de la moto caméra, Caméra, ouais. Mm. je l'ai trouvé très mauvaise. À la limite, c'est vrai que des fois, on n'a pas envie d'être filmé quand on est dans un mauvais état, mais après, il faut pas oublier que on est sur le Tour de France et que les motos sont là pour faire leur travail. Évidemment que à ce moment-là où il se passait pas grand-chose, c'était la montée du Tourmalet, certes, mais il se passait rien d'autre. Évidemment que la moto allait rester sur Remco. Je pense que quand on est cycliste professionnel et surtout un cycliste du niveau et de la statue de Remco, on sait que les caméras vont être braquées sur nous, même dans les moments moins bien. Et du coup, je pense que sa réaction, qui à plusieurs reprises a demandé à la caméra de s'éloigner avec des gestes d'énervement, il n'a pas demandé de manière hyper polie, même si on n'a pas entendu d'insultes ou quoi que ce soit. Oui, je pense que c'était pas la bonne attitude aujourd'hui de la part de Remco. Et comme tu dis, j'espère le revoir en forme bientôt, ou quand il prend du plaisir, on voit un personnage bien plus sympathique sur le vélo. Ouais, et puis c'est un aspect psychologique où il sort encore plus de la situation dans laquelle il est. Certes, il s'en veut très probablement fortement, hein. Je dis pas qu'il blâme qui que ce soit d'autre que lui-même. Je pense pas que ce soit le caractère du garçon. Euh, mais bon, c'est pour ça aussi qu'on l'aime, hein. On sait que Remco a critiqué la Visma sur sa stratégie mise en place pour battre Pogacar. Et dès le lendemain, la Visma qui se permet de charrier Evenepoel en postant la photo de Vingegaard qui double Remco avant la ligne sur le chrono. Donc ça, c'est génial pour le vélo. Ça donne une bonne vitrine, ça donne de quoi faire, parler et donner de l'intérêt au vélo. Mais voilà, je pense que si il arrive à gérer un peu plus ses émotions de ce côté-là, il arriverait peut-être aussi à passer le cap qui lui manque sur les étapes de montagne et notamment sur ses préparations parce que effectivement, c'est pas du tout la même préparation d'un Tour de France qu'aller gagner un chrono ou aller gagner des classiques. Ou à ce moment-là, bah, effectivement, il sera jamais dans la situation de pouvoir éventuellement gagner le Tour de France, sauf si on a 100 bandes de chrono pendant le Tour et encore 100 bandes de chrono plat. Et il faut peut-être pas aller à sa contre-nature aussi. Il y en a qui ont eu des très très grandes carrières sans gagner le tour et il faut pas enlever ça. Ouais, clairement, j'espère le revoir meilleur l'année prochaine. Mm. Euh, Peut-être oui aussi mieux armé mentalement, plus prêt à la difficulté d'un Tour de France où plein de choses peuvent se passer. Il y a les bordures, il y a les ennuis mécaniques, il y a les jours de moins bien, les extrêmes chaleurs. Donc il y aura toujours des choses pour euh, pour le déstabiliser. Euh, et oui, c'est ça qui fait que à la fin de ta carrière, tu as gagné ou non le Tour de France. Parfois, c'est aussi l'aspect mental. Est-ce que pendant 3 semaines, tu as été capable de surmonter toutes ces épreuves? Bien sûr, il y a les jambes et le niveau, hein, pas se mentir, mais c'est sûr que si mentalement il craque dès qu'il y a quelque chose qui se passe pas très bien, surtout qu'il aura toujours, je pense, une rivalité avec Pogacar qui sera toujours là, ça risque d'être assez dur pour lui d'espérer gagner le Tour un jour s'il n'y remédie pas mentalement. Oui, et puis à la limite, ça doit servir d'énergie. On sait que, à mon avis, enfin, quand on parle de, ça va peut-être être notre dernier sujet du jour, quand on parle de la domination de Pogacar ces derniers 18 mois, euh, faut pas oublier qu'en 2022 et 2023, oui, il a gagné des belles choses, mais il a aussi été très maltraité avec aucune victoire en grand tour. Oui, Donc, à un jeune âge, donc entre 23 et 24 ans, il me semble, ou 24-25, ça l'a marqué. On le voit dans son attitude, dans son approche. Il a quand même annoncé en début 2024 qu'il avait trouvé une nouvelle approche de l'entraînement. Euh, je pense que ça doit aider justement d'autres personnes à se forger plutôt dans l'adversité que de plutôt euh, exploser sous la pression. Et donc, ça nous emmène sur le sujet de Egan Bernal, qui est un exemple, ou Chris Froome est un exemple à suivre. Oui, aujourd'hui, Pogacar gagne tout. Oui, il a l'avenir encore devant lui. Néanmoins, demain, tout peut s'arrêter. Peut-être que oui. Vingegaard, c'est actuellement ce qui s'est passé aussi sur la chute de l'année dernière. Peut-être qu'il a un super top niveau, mais peut-être que malheureusement, ça a stoppé sa progression, qu'il ne pourra jamais rattraper le retard parce qu'il a 27 ans. Donc, Oui. euh, donc je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'il y a cette approche-là dans sa dominance et il ne faut pas le voir comme un
sujet d'ennui ou un sujet de vouloir toujours tout gagner, c'est plutôt un sujet de vouloir peut-être profiter. Oui, alors moi je suis pas du tout ennuyé par la domination de Pogacar, même si c'est vrai que si on avait eu un duel jusqu'au bout entre les deux favoris, ça aurait forcément ajouté du suspense, du spectacle, et c'est ce qu'on aime aussi dans le vélo. Ouais, bien Euh, sûr. mais oui, je suis du point de vue que quand un coureur est fort, s'il veut tout gagner, il doit tout gagner. Et c'est ce que fait Tadej Pogacar. Je pense que quand il aura pris sa retraite, quelques années après sa retraite, on profitera de tout ce qu'il a fait. Et on se rappellera peut-être comme le meilleur cycliste de tous les temps. Et donc, comme certains parfois critiquaient à l'époque dans le football Messi et Ronaldo, et que d'autres leur répondaient il faut profiter, bah, là aujourd'hui avec Tadej Pogacar, il faut profiter. Oui, c'est clairement ça. Ça nous emmène aussi sur la période même Djokovic, Nadal, Federer. Oui, Ça a duré 15 ans. Là, on a Alcaraz, Sinner, ça va durer 10 ans. Donc, ça arrive toujours dans le sport. On avait Michael Phelps dans la natation. On a Léon Marchand maintenant. Vive Léon. Ça arrive toujours. On a eu Mark Cavendish qui, des années 2008 à 2016, dominait le sprint mondial, même avec une petite baisse de régime à un moment donné. Et pourtant, on lui a jamais tapé dessus. Alors, je trouve ça un peu hypocrite peut-être de la part de certains de taper sur qui est le maillot jaune au moment donné. Alors oui, effectivement, en plus, il gagne ailleurs par rapport à Vingegaard. Donc ça lui met quand même une grosse cible dans le dos. Mais comme tu dis, si c'est le plus fort, c'est le plus fort. Et en plus, il est le plus fort sur plusieurs domaines. C'est le cyclisme moderne d'aujourd'hui. On ne demande plus à un coureur d'être dominant en montagne, dominant en sprint, dominant en chrono. Ça, c'est terminé. Les jeunes arrivent dans le circuit professionnel de plus en plus jeunes. Et en plus, ils sont polyvalents. oui, Aujourd'hui, gagner le Tour de France sans être bon en chrono et avoir des lacunes en punch, c'est plus possible. Donc on leur demande d'avoir tout ça. Sur des sprinters, alors oui, il y a toujours des sprinters pur jus comme Milan et autres consorts, mais on demande aussi aux sprinters de pouvoir passer des bosses parce que Sagan a apporté ça. oui. Donc, je trouve le vélo plus complet aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est effectivement dominé par certains, mais il est aussi plus exceptionnel parce que des échappées comme on en a connu avec Pogacar, avec Van Der Poel, avec Vingegaard, on les connaissait pas dans les années 2010. Hmm. On avait peut-être Contador, Schleck à un moment donné, ou d'autres consorts, mais la période Froome, et il n'y avait pas que lui, je le vise lui parce que c'est la période Sky, on montait à bloc les 8 premiers bornes du dernier col, et puis on faisait les 7 derniers bornes Froome à bloc, et il mettait 2 minutes à tout le monde. Et c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui, Oui. mais d'une manière différente, et je trouve beaucoup plus excitante. Oui, je prends beaucoup plus de plaisir aujourd'hui avec la manière qu'a Tadej Pogacar de courir qu'à l'époque de Christopher Froome. Et encore, Christopher Froome, pour moi, c'était le plus, parmi tous ceux qui ont gagné chez Sky, c'était lui le plus excitant. Hum, Je suis hum, hum. désolé, Geraint Thomas et Bradley Wiggins, en termes de spectacle, c'était pas ça. Donc je préfère largement avoir un Tadej Pogacar aujourd'hui, qui certes surdomine, mais au moins il fait du spectacle, il essaie de gagner un peu partout. Et du coup, toutes les étapes, même celles qui ne sont pas forcément les étapes de haute montagne, Tout à deviennent fait, intéressantes. tout à fait. Bon, dans tous les cas, effectivement, je pense que ce tour n'est pas terminé. L'étape de demain, t'en penses quoi? Du coup, demain, c'est Carcassonne, c'est ça? Je pense que ça va être pour une échappée. Je pense que le triptyque pyrénéen a quand même fait assez mal aux organismes des favoris. Ça va laisser partir l'échappée partir. Ça va laisser l'échappée partir. Peut-être une première victoire française sur ce tour avec un Vaillant dans l'échappée. Peut-être un Total Energy, un Arkea. J'espère parce que c'est le Tour de France. On aime bien quand un Français s'impose sur l'une des 21 étapes et pour l'instant, c'est pas encore le cas. Ce sera super à Carcassonne pour le coup. Super ville, ce sera un beau spectacle. Je pense qu'il y en a un en particulier qui veut peut-être gagner demain, c'est Mathieu Van Der Poel, qui veut se rapprocher du maillot vert. On l'a vu essayer de se battre pour le maillot récemment. Et effectivement, je vois bien une échappée, sauf si peut-être on a une équipe de sprinters qui veut contrôler. Néanmoins, les deux côtes de 6 km et la longue ascension derrière avec un long faux plat derrière privilégiera sûrement effectivement une échappée qu'un pur sprinter comme Merlier ou Milan. Oui. Euh, mais effectivement, voilà, je pense que demain, je suis d'accord avec toi, on a une échappée qui devrait aller au bout. Euh, peut-être que
on aura aussi un beau spectacle dès le retour de Montpellier avec une étape, euh, là encore, où on peut espérer une victoire française, même si on aura sûrement un contrôle important de la part de Visma et de la part de Pogacar. Et là encore, on a peut-être une volonté de la part de Pogacar de venir contrôler la course pour se rassurer sur le Mont Ventoux. La dernière fois où on l'a vu à l'intérieur, il s'est fait décrocher par Vingegaard lors de la première affrontement. Donc, je ne sais Oui. pas ce que tu en penses. Je vois bien une volonté de sa part de remarquer un coup sur cette étape. Tadej Pogacar a déjà été mis à défaut par Jonas Vingegaard à Otakam, dans le Ventoux, au col de la Lose. Et je pense que sur ce Tour de France, il va vouloir remettre les pendules à l'heure. Et donc, je pense que ces trois étapes-là, elles sont pour lui, en fait. Ouais, tout à fait. Dans tous les cas, je pense que le prochain podcast se fera donc après peut-être la partie pyrénéenne, peut-être Alpestre. même oui pardon, excuse-moi Alpestre. Euh, on aura peut-être donc un podcast qui sortira le soir de l'arrivée sur les champs. On reparle, ce sera l'occasion de savoir qui a raison ou tort entre toi et moi sur ce parcours final. Euh, donc voilà, on vous donne rendez-vous d'ici une semaine et demie et en attendant, portez-vous bien. Clément continuera à vous donner les petits pronostics du matin et voilà, et amusez-vous sur la fin du Tour de France. À bientôt tout le monde et merci d'avoir écouté les derrière. À bientôt.